Au moment où l'on se parle, il est maintenant normal de ne plus être libre. Puis maintenant, il est remplacé par la sécurité. Et au nom de cette sécurité-là, on peut faire n'importe quoi. On a vécu beaucoup de choses qui n'ont comme pas de sens, puis c'est comme si le gouvernement, il fait comme fi de ça, puis dit on tourne la page, mais on ne peut pas tourner la page puis continuer. La folie, c'est de refaire la même chose, puis d'espérer des résultats différents. Il n'offrait pas la possibilité d'avoir le FaceTime pour la stimuler, pour lui montrer les petits-enfants, la famille, parce que c'est ça, dans le fond, ce qui est important pour eux. On a tenu en otage ces gens-là et en plus, on les a infantilisés en prenant des décisions sans même les consulter. Les gens à 70 ans, 80 ne sont pas tous des gens qui ont une démence. Ce sont des gens comme vous et moi, puis qui peuvent décider de leur vie. J'aurais jamais cru possible que les gens soient méchants à ce point, d'aller empêcher les gens de se voir. En fin de vie, comme ça n'a aucun sens. On m'a enlevé les 5 derniers mois de la vie de mon père, puis c'est le gouvernement qui a pris des mauvaises décisions. Lui, là, ils l'ont sélectionné, parce que c'est ça qu'il faisait. Il devait dire, on sélectionne des gens, puis il les éliminait. Le médecin, il vient, confirme le décès. Merci, c'est beau, merci. J'aurais une question. C'est quoi la procédure pour aller vers une autopsie? Là, j'ai écrit un plan de panique là, dans l'établissement, là, comme pas croyable. Moi, je me serais attendu à ce qu'à un moment donné, on écoute une émission de télévision et que là, le service de police de Montréal, la Sûreté du Québec, voire même la GRC, dans le cas de l'Ontario, là, fasse un appel, si vous avez de la preuve, communiquez avec nous, des situations de maltraitance. Il n'y a pas eu ça. Alors, je parle de ça, puis ça m'émeut. On a saboté ça. Et ça, pour qui s'intéresse à la santé, à l'immunité, on a tué les gens. On est dans une culture d'image. Et puis, entre le réel et l'image, il y a un gouffre. Et puis, généralement, on se fie plus à l'image qu'au réel. Puis même si ça se produit dans un microcosme, c'est ça qui vient toucher l'émotion du monde. Puis l'émotion la plus dominante chez les humains, c'est la peur. La peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de l'isolement. En tout cas, la peur. Bien, au départ, disons que ça m'a laissé perplexe, pour le moins, mais je n'ai pas du tout eu peur. Alors, parce que je me suis souvenu tout de suite de ce qui s'était passé dans le cas du H1N1, de cette histoire-là, parce qu'on nous avait annoncé à l'époque de 2 à 7 400 000 morts. Puis finalement, ici au Québec, on a eu 82 morts, dont 80 étaient des gens qui vivaient déjà des comorbidités, puis il y en avait 2 où on pouvait faire un lien direct entre leur mort et le COVID. Écoute, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là. Et puis Marc, qui est un ami, était avec moi en m'apprenant qu'il y avait un virus mortel en Chine. J'ai dit, achète-moi pas avec ça. Pour être franc, je sais tout, d'être franc d'ailleurs, j'ai eu aucune réaction parce que je ne le savais pas. Moi, j'ai su ça le 13 mars 2020. J'étais en classe, j'ai donné un cours, je suis revenu à la maison. Et là, mon épouse m'a dit, on est en pandémie. Ah ouais? Ce matin, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. Quand je suis arrivée ici au Québec, tu sais, j'ai ouvert la télé et je suis tombée sur LCN, TVA. Et j'ai vu cette bande avec le nombre de morts absolus liés à la COVID.
Et je ne pourrais pas t'expliquer parce que c'est de l'ordre des connaissances intégrées, mais ce que je te dirais que ma première réaction, c'était de dire, coudon, est-ce qu'il y a une éthique à la télévision parce que ceci va causer un trauma de masse. C'était vraiment important, j'étais sous le choc de voir cette présentation. Et c'était en continu 24 heures sur 24, et pour moi, c'était clair que sur le plan éthique, c'était non respectueux parce que l'impact allait être important, créer un trauma. Les histoires de virus, ça ne m'intéressait pas. J'ai su par la suite que en Chine, il y avait des problèmes depuis 2019 et que la situation se dégradait. Il y avait des confinements, des mesures sanitaires très sévères, etc. Puis là, tout à coup, ça aboutissait chez nous. Puis on a mis le monde en choc post-traumatique. Je pense qu'on a créé un trauma dans l'imaginaire du monde, pas seulement parce que c'est passé en Chine, mais ça a commencé par ça, puis voir les gens qui étaient en habit d'astronautes, là, avec, tu sais, c'est des images qui viennent frapper l'imaginaire. Les hôpitaux qui étaient submergés, surchargés, incapables de répondre à la demande, des gens les morts qui s'amoncelaient. Écoute, on a créé un choc dans l'humanité. Quand le rapport est sorti, c'est la Commission européenne qui a fait un rapport en 2010, à la fin des années 2010. Elle a très clairement identifié que l'OMS avait vraiment surestimé la situation. Ils avaient vraiment dramatisé la situation. Ils ont relevé de nombreux conflits d'intérêts. Alors ça, c'est le bilan. Puis il dit, on va espérer maintenant que les gens vont avoir compris, puis que si jamais il arrive une autre pandémie, bien qu'ils ne répéteront pas les mêmes erreurs. Sauf que si on regarde ce qui se passe depuis 2020, bien, on répète exactement les mêmes erreurs. Puis ce que je comprends de ça, moi, c'est que tout ça il y avait derrière ça, il y avait un plan. Il y avait un plan. Puis que ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils n'avaient pas réussi à avoir le contrôle des médias. Toutes les pandémies, quand on décrète, quand l'OMS, qui est infiltré, soyons honnêtes, soyons clairs, alors qui est investi par Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, toutes ces organisations-là sont en conflit d'intérêts. Alors, on ne peut pas se fier. Puis quand l'OMS nous a dit doctement qu'il y avait une mortalité de 3,4 %, je me suis dit attention. Pourquoi ils nous disent ça? En sachant très bien que c'est toujours faux, que les premiers chiffres qui sortent sont toujours amplifiés par rapport au réel, par rapport à ce qui va se passer dans la réalité. Parce que 3,4 % de mortalité, attention, tu as affaire à quelque chose de très grave. Ça veut dire celui qui contracte ça, il a une chance sur 30 à peu près de mourir. Au début de la pandémie, là, au mois de mai, c'était un des premiers qui ont comme éliminé. Je sais pas. Puis au Québec, ils nous ont pas manqué, comme on dit. On les a emmenés dans les foyers d'éclosion. Je peux pas vous expliquer plus que ça. Nous étions les endroits où ce qu'ils ont découvert en premier, que même du personnel s'est sauvé parce qu'il y avait des gens là, qui étaient malades. Là. Fait que, qui ont pris des gens des hôpitaux pour les emmener là. J'aimerais bien voir qui a pris la décision. Voyons donc, depuis quand qu'on envoie des gens des hôpitaux à aller en soins prolongés où ce qu'on n'a pas de personnel en plus? Ça, là, il y a beaucoup de personnel qui ne parle pas, là, mais on se l'est toujours demandé. On l'avait placé dans un CHSLD, la famille, après, parce qu'il commençait à faire un petit peu de démence, puis il se promenait la nuit, puis tout ça. Puis mon père, c'est un homme un décideur, un homme d'action, un homme d'affaires, tout ça. Ça a été très, très difficile pour nous. Puis il était pas loin d'où on habitait, on pouvait le visiter. Puis on avait même un employé qu'on avait payé, qui allait lui tenir compagnie, qui le sortait. Tu sais, on s'est beaucoup occupé de lui. Moi, je me souviens, j'étais à Cuba, j'étais allée passer une semaine, puis on pouvait même plus aller le voir depuis
quelque temps parce qu'il voulait les protéger, tout ça. Une directrice, Madame Lisée, elle m'appelle, elle m'a dit « Ah, ton père, il fait de la fièvre. » Ben, j'ai dit « Ben, comment ça, mon père? Vous m'avez dit que tout allait bien, puis tout le monde était en santé là-bas, puis qu'il n'y avait pas de cas de COVID. » Elle dit « On va le tester. » Alors, le lendemain, c'était tous des nouveaux médecins qui étaient rentrés là-bas, qui connaissaient pas les patients. Puis, ils ont testé jusqu'à temps qu'ils sortent positifs. Après là, ils avaient bâti un aile spécial dans la cafétéria. Ils les sortaient de leur chambre, ils les descendaient. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure. C'est comme si on a tenu en otage ces gens-là et en plus, on les a infantilisés en prenant des décisions sans même les consulter. Ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les gens à 70 ans, 80 ne sont pas tous des gens qui ont une démence. Ce sont des gens comme vous et moi, puis qui peuvent décider de leur vie. Et à ces gens-là, si on leur avait demandé, voulez-vous être entouré de vos proches au risque de votre vie, la plupart auraient dit oui. Je suis un soignant, et pour soigner, il faut que je m'approche. Et là, dans une journée, tout a été inversé. Tout. Là, il faut que tu t'éloignes, et il faut que tu t'isoles. Tu n'isoles plus le patient, là. C'est toi qui s'isoles. C'est à l'inverse de ce que j'ai eu comme enseignement, là. Les gens avaient des peurs, parce que là, ces gens-là ont tous des enfants, la plupart. Et qu'est-ce qui se passe avec les enfants à l'école? Là, on s'y met à manquer de personnel. Et c'est là que la débandade s'est installée. Là, j'appelais à tous les jours, j'ai dit, est-ce qu'il est correct, mon père? Puis le médecin dit, ouais, ton père est asymptomatique. Imaginez, ça se peut-tu, une COVID, la maladie qui est supposée de tuer, puis que contagieux, puis que t'es mourant, mais t'es asymptomatique. Ces mesures qui ont été mises en place ne protègent pas les autres, n'empêchent pas ni l'infection, ni la contamination. Mais tu vois, les gens vivent une période de confusion. Comment on peut discuter avec une personne qui nous dit « je le fais pour l'autre » ? Là où ça blessait, c'est que c'était faux à la base. On ne met pas de ventilation pour ne pas faire promener les bactéries, les virus. Mais nous autres, pendant ce temps-là, on court parce qu'on manque de personnel. Masqué, déguisé, jaquette de plastique, visière de plastique avec un masque en dessous, des goggles en plus, avec des gants. Il ne faut pas toucher aux patients quasiment. Mais je vais vous dire, on ne soigne plus en ce moment. C'est de la technicalité. C'est une approche de santé publique qui ne donne des résultats ce que ça donne, c'est que les gens s'ennuient. Puis ils ne voient plus de sourire depuis 2 ans et demi. Une des premières choses que j'ai fait, c'est m'arrêter devant quelqu'un qui portait un masque en lui demandant « Es-tu malade? » Puis la personne me disait « Non ». Alors je lui demandais « Si tu n'es pas malade, pourquoi tu portes un masque? » Et à tout coup, elle me disait « C'est pour protéger les autres. » Et là, je lui posais la question, mais tu la protèges de quoi si tu n'es pas malade? J'ai côtoyé tellement de gens, je crois pas à ce que ce virus soit si dangereux. Alors aussi qu'il y avait, ceux qui l'avaient, il y avait des traitements efficaces, prouvés à travers le monde, qui ont été empêchés. On n'avait pas le droit de traiter. On n'avait pas le droit de parler contre la COVID. On n'avait pas le droit juste même de donner de la vitamine C, D, zinc, qui était une base, un protocole de base. Là. Mon père, il avait comme 90 ans. Là. Je me dis, il paraît que ça les atteint, puis il toussait pas, il y avait rien. Mon père, il avait un bon cœur, il était... À part d'avoir eu des pertes de mémoire, mais il était en bonne santé. Ça fait que j'ai dit, donnez-lui au moins de la vitamine C. Ils ont dit non, quand ils sont positifs, on arrête tout leur traitement. Alors là, je me suis dit, ben là, vous allez lui donner quand même de la vitamine C parce que moi, je vais y aller, puis je vais lui en donner. Puis ils ont dit, t'as pas le droit de rentrer, il y avait de la police, puis tout ça. Puis là, après, ils disent, OK, finalement, on les sort de cette aile-là, puis on les renvoie dans leur chambre. J'ai dit, OK, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il a dit non, asymptomatique, mais là... en tout cas, c'était très bizarre comme réponse. Peut-être une ou 2 semaines après, je me souviens pas le temps, là, c'était au mois de mai. J'arrive à rentrer parce qu'à chaque jour, il y avait comme des nouveaux médecins. Puis je voyais qu'ils testaient les gens, puis moi, je parlais avec une autre fille qui était là, puis elle me disait « Ah, mon père, il y avait une bronchite. » Puis là, ils l'ont testé, je sais pas combien de fois, jusqu'à temps que ça sorte positif. Puis là, finalement, COVID, ils ont arrêté ses médicaments. Puis il est mort aussi. Ils vont dire de la COVID. Mais moi, mon père... elle me dit, l'infirmière, la docteure, elle me dit, tu devrais venir voir parce qu'on dirait qu'il file pas.
Bien, c'était une religion qui a été instaurée. On les a fait à croire. Ben, c'est pas vrai, là. Le virus, là, je l'ai jamais vu, moi. Jamais vu ce virus-là. J'ai vu les effets des mesures, mais l'effet du virus, j'ai vu quelqu'un mourir d'une grippe devant moi, pas du tout. J'accompagne des gens en fin de vie avec de la médication, on a un protocole pour qu'ils ne souffrent pas, oui. Ça, je n'en fais, je n'en ai un par semaine quasiment, comme ça. Mais de voir quelqu'un qui est décédé du virus du COVID-19, comme qu'ils nous ont montré dans les premières séquences qui tombaient puis qui étaient pris avec des respirateurs, non. J'ai pas vu. Et j'ai pas eu peur de m'approcher d'un mourant qui était étiqueté COVID-19. Pour moi, c'est improbable que ces décès-là aient été causés par un virus. Pourquoi? C'est logique. C'est-à-dire que s'il y a un virus mortel en Chine qui fait tomber les gens dans la rue, c'est impossible que ce virus-là ait pris l'avion sans causer de mort chez les passagers et sans causer de mort dans la population normale. Je ne sais pas si tu me suis. Et aussi traverser le confinement très étanche qui avait été donné, l'ordre qui avait été donné de fermer les portes dans les CHSLD et les EHPAD. Alors pour moi, ce n'est pas le virus. Première réaction, ma mère venait de décéder il n'y a pas si longtemps avant la COVID. Ma mère avait une démence. Si on lui avait dit, en fait, si elle avait réalisé que ses proches ne pouvaient plus aller la voir, elle se serait laissée mourir. Je peux te le dire parce que, les proches donnaient les soins aux personnes âgées qui n'avaient pas assez de soignants autour d'eux pour faire tout, là, donner la nourriture, laver, coucher, habiller. Pour les personnes démentes, c'était le support des proches qui faisait que ces gens-là restaient en vie. Ensuite, pour une personne démente aussi, la sécurité affective, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui est maintien en vie. Il fallait s'habiller, des protocoles, ils avaient bâti des murs, puis je me suis dit, c'est un staging, on dirait une pièce de théâtre, là, comme pour nous faire peur, là, pour dire, mais il n'y avait personne, il y avait l'armée. Imaginez l'armée. Là, je m'en vais dans la chambre à mon père, je vois qu'il y a une femme qui est couchée là. Il n'y a plus rien, parce que d'habitude, il identifie M. Tremblay, il a fait ça dans sa vie, tout ça avec sa photo. Toutes les chambres étaient identifiées. Moi, j'entre là-bas. Alors là, elle me dit « Non, non, ton père n'est pas là. » J'ai dit « OK, il est où mon père? » Elle m'emmène dans une chambre vide et puis il y avait un soluté dans le bras. Alors s'il y avait la COVID, il ne donnait pas de médicaments. Tu sais, là, je me suis dit, en France, ils donnaient du Rivotril. Ici, qu'est-ce qu'il y avait dans ça? J'ai essayé d'avoir le rapport, je ne l'ai jamais eu. Lui, là, ils l'ont sélectionné parce que c'est ça qu'il faisait. Il devait dire... on sélectionne des gens, puis ils les éliminaient. Ils ont décidé que ces gens-là, s'ils ont... Le lit, il ne reste pas froid longtemps, là. Ils ont 24 heures pour éclairer la chambre. Puis on a un autre qui arrive. Et en plus, maintenant, on est rendu avec la santé mentale. On n'est pas formé, puis on n'est pas équipé pour accompagner ces gens-là. Ces gens-là veulent bousculer les autres ou veulent les voir. Et là, en ce moment, s'il y a quelqu'un qui n'est pas vacciné, on peut même essayer de ne pas le soigner. Non. Moi, là, dans ma formation, dans mon code d'éthique, je soigne tout le monde. Le premier ministre l'a dit. Fait que ceux qui croient au premier ministre puis qui ne jurent que par ça, ils l'ont appris là. Ils sont devenus complètement dingos, là, tant qu'à moi. Le lendemain, je reviens, je dis, moi, je vais voir mon père, là, il était pas bien hier. La madame, elle me dit, tu n'avais pas d'affaire à rentrer ici hier. Alors là, elle me dit, tu vois qu'il n'est pas mourant, puis là, tu vas t'en aller chez toi, tu peux pas le voir. Le soir, à 4 heures, il m'appelle et il me dit, ton père est décédé. Écoute, c'est sûr qu'on s'en est servi, tout ça. Puis on a vu les conséquences. Et vous allez voir un peu sur quelques sites, là, ceux qui travaillent au niveau de la pauvreté ici au Québec, dans les familles. C'est très clair qu'on s'en est servi beaucoup, beaucoup. Mais ils n'ont pas reçu les services auxquels ils auraient eu droit. À la fin, c'était comme épouvantable. Il n'y avait jamais les mêmes personnes. Puis on sentait quand on entrait là, on se sentait dans un temps de guerre. J'ai dit, mon père, il a tous les cheveux sales. Imaginez sa couche, il ne pouvait pas l'entretenir. Il a séché. Il n'y avait pas d'eau. Les employés, ça a l'air qu'ils se sont tous sauvés.
pour moi, il y a une confusion entre la maltraitance et la COVID. C'est-à-dire que depuis un bon bout de temps, on parlait de maltraitance, mais de façon vague, embrouillée. Et en même temps, là, on se retrouve avec la COVID. Ma crainte pour ces gens-là qui sont dans les CHSLD, c'est qu'on se serve de la COVID pour couvrir la maltraitance. Ils sont là, puis ils mangent tout du sucre. Tout des boissons, pas une vraie boisson, là. Il n'y a rien de vrai là-dedans, c'est tout décomposé. Puis ceux qui ont de la misère à manger, bien, on leur donne des fortifiants liquides que les compagnies pharmaceutiques font. Au lieu de repas, on leur donne une petite canne. Alors, et c'est ça qui fait que une commission d'enquête publique est essentielle. Mais là, ce qu'on apprend, ce que j'ai appris par la suite, c'est que les personnes décédées ont été mises en grand nombre dans des conteneurs et ensuite inhumées, incinérées. Ça, c'est compliqué, là. Là, ça devient compliqué, là, parce que à ce moment-là, les allégations de maltraitance vont être très difficiles à démontrer. Et la preuve, il n'y a pas eu d'appel pour de la preuve par les forces policières. Moi, il envoie à la morgue tout de suite, le même jour, le lendemain. J'ai dit, je vais avoir une mèche de cheveux de mon père, parce que moi, je suis coiffeuse. Puis je sais aussi que dans nos cheveux, à chaque... tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on a eu, c'est dans nos cheveux. Puis j'étais prête à advienne que pourra. Je me suis dit, j'affronte, je vais aller couper des cheveux. Puis ils m'ont dit, non, t'as pas le droit d'entrer là, mais on va t'en envoyer, on va couper une mèche. Puis je vais faire analyser ses cheveux. Je sais pas où encore, parce que j'ai cherché. Personne ne veut le faire. Je sais pas où, mais en tout cas, je vais trouver une façon de faire ça. Mais j'ai gardé une mèche de cheveux qui est scellée du crématorium avec la date. Parce qu'il nous disait, vous n'avez pas le droit de faire d'autopsie. Quand ils sont morts de la COVID, mon père n'a jamais eu ça. Mon père n'a jamais eu ça, la COVID. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que les questions n'ont toujours pas de réponse, là. C'est quand j'ai vu nos gouvernements réagir à l'Organisation mondiale de la santé, que j'ai étudié le droit international aux États-Unis, puis je prétends avoir une certaine expertise. Je dis bien, je prétends. Et là, je me suis dit, j'ai peut-être manqué un cours en quelque part. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que nos gouvernements se soumettent si rapidement, comme à un ordre de l'OMS? Je dis, est-ce qu'on a perdu notre juridiction? Est-ce qu'on a perdu notre compétence? Est-ce qu'on a perdu notre souveraineté? Parce que dans mon esprit, les Nations unies puis l'OMS, c'est un immense organisme international de consultation et de débat. Donc, ils n'ont pas d'autorité sur des États souverains, hein. La Charte des Nations unies le dit clairement, la souveraineté des États. Donc, je suis encore en questionnement. Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on a instrumentalisé les aînés pour créer cette pandémie? Oui. C'est le respect qu'on aurait dû donner à ces gens-là, la reconnaissance et le respect. Et là, on les a isolés. On leur a fait perdre les dernières années de leur vie. Moi, j'ai vu passer là, des annonces. N'allez pas voir vos aînés mourants. C'est complètement absurde, ça. Et bien, ce que je comprends de cette crise-là, c'est qu'en fermant, en faisant de ces endroits des endroits clos, il y a eu des morts dans ces endroits-là, morts pas de la COVID, mais du manque de soins, de l'absence des proches, de la confusion qui a pu être créée dans ces milieux-là quand ils ont vu l'armée arriver, par exemple. La recette a marché ici. On a vraiment été collecter les morts qu'on attendait parce qu'on les avait pas. Fait qu'on on a fait des mesures pour rendre les gens à aller chercher des certificats qui sont identifiés COVID, qui ne l'étaient pas pantoute, pour aller au moins à un résultat que, OK, la grippe, on l'a annoncé, puis c'est vrai qu'il y a des morts. Mais à part de ça, le gâteau a levé, la recette, comme je vous dis, je ne sais pas comment vous le dire, là, mais c'était voulu, là. On a vidé, encore une fois, quand les causes et conditions sont là, les choses apparaissent. On a vidé les CHSLD en créant une peur panique chez les gens.
Ma mère est morte dans un CHSLD. Je peux en parler en toute connaissance de cause. C'est des gens qui sont là puis qui attendent la mort. Et puis pour lesquels il n'y a plus de traitements qui sont offerts. Mais là, les gens qui sont là pour assigner les préposés aux bénéficiaires, comme on les appelle, sont souvent maltraités. Et puis quand on leur a fait miroiter qu'ils pouvaient mourir de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de là. Puis quand on a interdit aux aidants naturels de se présenter, parce que c'était un risque de transmettre à tout le monde. Puis quand on a vidé les hôpitaux des gens malades pour les amener dans les CHSLD, submerger les CHSLD, on avait trouvé la formule magique pour mettre un terme rapidement à la vie d'un grand nombre. L'activité principale d'une personne en perte d'autonomie, c'est de regarder la télévision. Moi, j'ai essayé de fermer les télés à partir de la première journée où on a eu les annonces de COVID. Il y a une TV dans chaque chambre, il y a une TV dans chaque salle, il y a une TV dans chaque cafétéria. J'ai fermé les télés et je me suis fait taper ses doigts. Moi, j'ai essayé de défendre. Les gens n'ont pas besoin, les patients n'ont pas besoin d'avoir la peur. Ils sont déjà isolés. Mais non, les gens sont attirés par ça. Quand tu rentres dans un centre et tu entends de l'écho, TVA puis Radio-Canada, là, c'est l'hypnose, ça, là, rendu là. C'est les porte-paroles fidèles du gouvernement. Tu savais que les médias, en fait, étaient tous en train de crever, particulièrement les médias écrits. Ils crevaient, ils allaient mourir. Le soleil faisait pitié. Il était en train de nous le donner. Quand le gouvernement a saisi qu'il fallait qu'il prenne le contrôle des médias, alors il les a fournis, il les a gavés en millions, à la condition, plus ou moins clarifiée, de dire ce qu'il fallait dire et ne jamais entraver la parole gouvernementale. Ils sont tous entrés là-dedans parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi et leur confort de tous les jours. Ma mère, une femme qui a pris soin de ses grands-parents aveugles, qui a pris soin de ses frères et sœurs, une femme très positive, très sociable, créative, une artiste innée qui à travers les années, elle a partagé ce talent. L'aspect familial était très important pour elle, toujours d'ailleurs. Et puis, c'est ça, c'est ma maman. Elle est extraordinaire. Donc, j'avais eu la discussion avec mon frère et mes sœurs et ma mère par rapport à la vaccination. Je me sentais pas à l'aise, puis après en avoir parlé avec mon médecin, elle ne répondait pas à mes questions spécifiques par rapport aux effets secondaires. Donc, pour moi, le non-sens du vaccin devenait de plus en plus présent. En résidence autonome, j'ai vu des conversations de dénigrer des gens, de parler comme si on était des criminels, ou presque, là. Puis en plus de ça, on est allé traiter des gens de covidistes, de covidios, de complotistes, de conspirationnistes, mais ça ne se fait pas. On est très loin d'une éthique de journaliste, là. Mais ça ne se fait pas. Comme comment tu peux mettre à risque ta mère, des regards hautains, avec mes enfants, ils n'ont pas été agréables, même que mes enfants se sont fâchés. Ils ont dit, est-ce que vous êtes conscient que le masque ne fait absolument rien? Et c'est trop étrange. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Je voyais les gens qui étaient à distance. Même mon garçon est arrivé à la maison en me disant, « Inquiète pas, maman, là, on tient nos 2 mètres. » Je dis, « Quoi? » Parce que, pour moi, en psychologie, ça n'avait aucun sens d'obliger les gens à tenir une distance sociale, puis le confinement non plus. Alors, j'ai appelé Radio-Canada, je leur ai dit, « Écoutez, je suis prête à faire des chroniques pour aider les gens. » Et j'ai commencé à faire ça, ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet un peu plus, savoir d'où ça venait, et surtout m'intéresser à ces mesures dites sanitaires. Et quand je suis retournée pour savoir qu'est-ce qu'ils disent sur le confinement et la distanciation sociale, j'ai réalisé qu'il n'y avait absolument rien. Aucune étude avait été faite là-dessus. Pour moi, c'était surréaliste qu'on imposait sur un plan mondial des mesures qui n'avaient pas été testées en recherche. J'ai proposé à Radio-Canada d'aborder le thème de la recherche. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone. La patronne me dit, c'est fini, tes chroniques, c'est terminé, tu ne peux plus paraître à Radio-Canada. Et quelques jours plus tard, je faisais aussi des articles dans La Tribune
Puis on m'a dit la même chose. Moi, personnellement, j'ai décidé pour moi-même que je ne prenais pas pour le moment cette injection-là. Puis après avoir discuté avec ma mère concernant ça, elle disait, bien, écoute, tout le monde le fait, c'est à travers le monde, tous les médecins le recommandent, tu sais, je veux dire, pourquoi que toi, ça serait différent, puis t'es pas médecin, puis une de mes sœurs était catégoriquement, si tu prenais pas le vaccin, tu étais pratiquement une meurtrière. Ah, mais est-ce que tu vas être à l'aise que si tu vas visiter maman, ben tu risques de peut-être la tuer, puis tu vas avoir cette responsabilité sur toi. C'est vrai aussi que si on n'avait pas d'auto sur le territoire, il y aurait moins d'accidents. T'sais, on peut dire n'importe quoi. Un gouvernement qui s'instaure souvent comme le grand sauveur, hein, c'est toujours la même affaire. Il y a une peur, il y a des victimes, il y a des bourreaux, puis il y a des sauveurs. Puis les sauveurs, c'est plus souvent qu'autrement ceux qui les dirigent, qui ne sont plus des dirigeants, mais des dictateurs actuellement. Alors, de nous dire que si on n'avait rien fait, ça aurait décuplé, on a sauvé d'innombrables vies, vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Donnez-moi la preuve de ça. Elle avait eu le COVID en décembre. Elle s'est fait vacciner en février. J'ai questionné aussi le délai parce qu'elle vient d'avoir le COVID. Comment pouvez-vous injecter quand certains endroits ou certains spécialistes disent de ne pas, c'est comme une immunité naturelle. Donc, il y avait beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. Finalement, non, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Ils ont fait l'injection. Et puis, par la suite, ma mère elle a comme perdu au niveau des notions cognitives. Là, tu voyais qu'elle était comme, après l'injection, là, elle était faible. Elle avait des pertes de mémoire importantes. Même qu'à un certain moment, on s'est demandé si elle n'avait pas fait un AVC, parce que c'était flagrant, là, tu sais, de partir de... Elle se souvient presque plus rien, là. C'est comme flagrant. Puis, au niveau de l'isolation, ça l'a affecté énormément parce que c'est une femme qui était très sociale. Au niveau cognitif et physique, ça allait très rapidement au niveau de la détérioration. Ça a pris environ à peu près 1 mois et demi avant qu'elle soit capable de revenir pour marcher, aller voir ses amis, tout ça. Donc, ça a été une période très, très, très difficile. À chaque fois que je vois ma mère, elle est déshydratée. Elle prend 3 verres d'eau d'une shot, puis elle est comme « Ah, l'acqua la vita ». Tu sais, ça veut dire l'eau, c'est la vie. Fait que nous, on y va 4 à 5 fois par semaine. On le fait. Mais ceux qui ne vont pas, est-ce que ce besoin-là, il est rempli? On a fermé les portes complètement des centres. Il y avait même les aidants naturels n'avaient même plus le droit de venir un bout de temps. Les aidants naturels, imaginez, on est déjà personnel réduit depuis nombre d'années, bien avant le COVID. On n'a plus d'aide pour laver nos patients. On manque de personnel parce qu'il y a des gens qui ont eu peur. Puis je les comprends. J'ai eu la chienne, moi aussi, pendant 3 semaines. Après ça, elle a reçu la 2e vaccination en juin. Puis, 1 semaine ou 2 après, c'était, écoute, aucune perte totale au niveau de ses jambes. Elle n'avait pas de force, elle n'était même pas capable de se lever, même avec sa marchette. Très, très confuse. On l'a amenée à l'hôpital, puis elle est tombée une fois. Je demande, j'insiste. Est-ce que c'est causé par le vaccin? Parce que ça fait 2 semaines qu'elle a été vaccinée. Elle a été vaccinée, elle a eu le COVID. J'explique tout ça. Elle a 93 ans. À quelque part, je me semble qu'on stimule trop son système immunitaire. Non, madame, parce qu'elle a déjà eu un AVC et elle est connue pour des troubles cardio. Elle prend des éclaircisseurs de sang, etc. Après, Marie Clarac, elle est rentrée en CHSLD. Là, il y a eu la fermeture encore une fois là, pendant les fêtes. On disait, maman, on va se voir pendant les fêtes, on va fêter Noël ensemble. Puis... Je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées.
Écoute, là, ma mère, c'était la période la plus difficile, je pense, là, parce que là, c'était vraiment pour elle, là, ça finira plus, là, tu sais, c'est comme... Sortez-les-moi, n'importe lesquels, essayez de me démontrer ça, j'attends que quelqu'un vienne me démontrer tout ce qu'on nous a dit, toutes les mesures qui ont été prises, que ce soit du confinement, au lavage des mains, au masque. Il n'y a rien qui tient la route. Puis on court, nous autres, puis on donne des bains. Fait qu'on vient tout trempe, on vient trempe jusque dans nos bas, dans nos souliers. Ça dégoutte de partout quand on a des jaquettes de plastique sur le dos. Et rentrer 2-3 personnes dans une chambre, un patient qui est couché sur le dos, qui voit à rien, parce qu'on a de la brume dans notre visière, ils nous entendent pas quand on parle. Fait qu'ils disent « Quoi? » Puis là, nous autres, il faut parler plus fort. Et on est habillés en pingouin, en plastique. Fait que les gens ont peur de nous autres. Moi, là, je suis contre la 3e vaccination. Je ne veux pas que ma mère reçoive la 3e. Je vous le dis, là, elle ne s'en sortira pas, là. On en a eu 2, on a eu la preuve des séquelles. Elle commence à remonter la pente. Donc, les 3 sur 4 étaient d'accord. La 4e, pas d'accord, même que ça a été un cas de probablement poursuite s'il arrive de quoi, là. Toutes les mesures qui ont été prises sont parvenues à briser les familles, mais non seulement les familles, tous les gens du voisinage, les gens du travail. Ça a été exécrable. On a divisé les gens, on les a esselés, on les a mis tout seuls dans le coin. J'ai vu plein d'histoires de familles. Là, je connais une jeune fille qui a 25 ans qui n'a pas encore vu sa mère là, depuis le début. Sa mère, elle n'ose pas. Mais elle est recluse dans sa maison. Elle est encore confinée. Elle se confine elle-même. Elle ne voit personne. Elle n'a pas eu la 3e. Je suis très heureuse de ça. Elle va bien. Tout le monde a eu la COVID sur son aile. Elle n'a pas eu la COVID. Donc, thank God, you know. Et ce qui m'a fasciné dans tout cet épisode-là, c'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas morts. Et ça aurait dû être quelque chose qui nous intéresse. Comment ça se fait que ceux-là ne sont pas morts? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et si c'est quelque chose on ne s'intéresse pas en médecine à ce qui va bien. Et c'est malheureux parce qu'on aurait là des indices de ce qu'on devrait faire pour aller dans cette direction-là. Ils ne sont pas nécessairement morts du virus, ils sont morts d'isolement, de manque de soins aussi. On a interdit qu'ils reçoivent de la vitamine D. Pourquoi qu'on a interdit la vitamine D, qui est quelque chose qui aide au système immunitaire? Il y a eu une tonne de décisions qui ont été prises qui mériteraient véritablement une commission d'enquête indépendante. Tant qu'à vivre une crise, essaye donc qu'elle soit féconde. Il y a des dysfonctions dans notre système de santé. Il faut les mettre à jour puis les régler. Dans les CHSLD, ce qu'on mettait en place comme mesure ne fonctionnait pas. Parce que partout dans le monde, ils ont eu les mêmes directives, puis ils ont eu un taux de mortalité, je dirais, ciblé là, dans ces endroits-là. Il faut dire qu'on a eu les mêmes directives dans les EHPAD ou les CHSLD, là, les centres pour aînés en Suède, les mêmes directives. Et il y a eu effectivement un nombre de morts assez élevé là-bas. J'ai vu ces directives passer, c'est-à-dire ne pas réanimer les gens, plus tard ne pas donner de vitamine D, évidemment empêcher les proches d'y aller. J'aimerais tellement que ce ne soit pas vrai quand je dénonce des choses. J'aimerais tellement que ce ne soit pas vrai, puis que notre gouvernement, il a vraiment fait son possible. J'aimerais ça dire ça. Oui, il s'est forcé, puis il voulait me cultiver, il a fait juste des erreurs, mais il y a plein d'incohérences, plein d'absurdités, plein de contradictions, plein d'illogismes, mais il voulait bien faire pareil, tu sais. Mais c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop pour moi. Là. Mais moi, que ce soit la santé publique, tu sais, la santé publique, en principe, c'est quelque chose d'holistique. C'est capable de dire, bon, ben les humains, surtout en fin de vie, au moment où il n'y a plus vraiment de traitements médicaux qui sont appropriés, il y a encore les soins qui sont possibles. Les soins, c'est comment on fait pour rendre la mort, la présence imminente de la mort plus humaniste. Puis ça demande, des fois, le seul langage qui leur reste, c'est le toucher. Bien, le toucher, c'est qui touche les gens? C'est les aidants naturels, qui leur parlent avec gentillesse, qui leur parlent doucement, qui leur touchent, qui les caressent. Alors, je parle de ça, puis ça m'émeut. On a saboté ça. Et ça, pour qui s'intéresse à la santé, à l'immunité, on a tué les gens, véritablement. Et saccagé les familles.
On a blessé les liens sacrés des gens qui sont en fin de vie. Et ça, pour moi, c'est impardonnable. C'est quelque chose dont il faut se rappeler. Mon père, il aimait ça faire du bateau, il a voyagé partout dans sa vie. Il est très chanceux. Il a fait une belle vie. Il a fait le tour du monde puis il a travaillé fort. C'était un travailleur. Il travaillait chez Eaton. Il réparait des télés, des vidéos, tout ça. Il a eu le temps de se ramasser une belle pension. Ma belle-mère était avec pendant 35 ans. Puis c'est quand ma belle-mère est décédée que là, la maladie d'Alzheimer a vraiment frappé. 1 an avant la pandémie, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je l'envoie au CHSLD parce qu'il était en perte d'autonomie. Quand ça a commencé, ils ont tout barré. Il n'y avait plus personne qui avait le droit de rentrer dans le CHSLD. J'ai trouvé ça très difficile parce que mon père était en perte, avait une perte de vue. Puis je voulais qu'il se fasse voir par un optométriste. Les optométristes n'avaient même plus le droit de rentrer dans le CHSLD. Les dentistes non plus. Puis tous les proches aidants, peu importe vaccinés ou non, il n'y avait pas de vaccin dans ce temps-là. On avait tous le droit de rentrer. Puis quand je suis arrivé au CHSLD pour visiter mon père, ils avaient installé des demi-portes sur toutes les portes de chambre. Comme pour les animaux, une porte à chien. Puis mon père l'avait défoncé la porte 5 fois. J'en revenais pas, j'étais hors de moi quand j'ai vu ça. Restreindre les résidents dans leur chambre, c'est incroyable. Moi, je me souviens toujours du film de Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Et je me sens, quand je rentre le soir, que je rentre dans un endroit comme ça. Il y a des gens qui vont réussir à s'en sauver, mais ils vont en mourir parce qu'ils vont avoir soit défoncé une vitre ou ils vont avoir cogné du monde, puis ils vont être enfermés dans une psychiatrie encore plus sévère. Puis c'est nous autres, par nos agissements, qu'on provoque le patient, parce que le patient a des problèmes cognitifs. Et ça, les gens ne se souviennent pas de lui, non. Imaginez, on n'a pas un masque et on parle comme ça. Fait qu'ils ne nous entendent pas souvent. Puis les personnes âgées, on a un problème d'audition en plus, il y a un problème de vision. Fait qu'eux autres, on ne sait pas ce qu'ils voient devant eux autres. On ne sait pas. Fait que si on appelle ça soigner, moi en ce moment, je lance un SOS, venez nous aider, la population, il faut arrêter le massacre. Puis c'est plate, si les gens mouraient rapidement tout d'un coup, mais non, c'est long. Les gens arrêtent de manger. Les conséquences du confinement sont à peu près, je te dirais, sans fin. En fait, ce qu'on a proposé aux gens, c'est de s'enfermer soi-même dans sa propre prison à la maison. Je ne sais pas ce que ça signifie dans la tête des gens, que sa maison, ça devient sa prison. Puis surtout qu'avec la loi d'urgence sanitaire, les gens savent très bien, tout le monde le pense, que ça peut revenir à n'importe quel moment. Toutes les activités étaient coupées, puis ils nous faisaient miroiter qu'avec la vaccination, que les choses allaient retourner à la normale, puis ça n'a pas été le cas avec... moi, j'ai fait vacciner mon père une fois. Les autres fois, j'ai refusé parce qu'après ça, ils ont tout rebarré, pareil. Quand il y a eu l'autre vague, à l'automne, ils ont quand même tous enfermés dans leur chambre, même s'ils étaient vaccinés. Puis ils ont quand même tout enlevé les services. Je suis mandataire, fait que c'est moi qui prenais toutes les décisions pour mon père. Fait que c'est comme si on nous mettait comme pas le choix de faire vacciner nos parents. Mon garçon vient voir, puis la police arrive ici. Qu'est-ce qui arrive avec vous? Oui, mais c'est parce que c'est la loi de la santé publique. C'est pas ce qui arrive avec nous. Si vous n'avez pas d'être fâché, c'est pas la police, c'est la loi de la santé publique. Puis au niveau de tout ce qui est CHSLD, hôpitaux, on n'a pas le choix. On porte le couvre-visage, visage, déjà vous le portez, c'est excellent. Au mois d'octobre, le coup près du gouvernement est tombé. Comme on sait, il y a eu le vaccin là, qui a été installé pour tout le monde. Puis on s'est fait interdire l'accès. Vu que je n'étais pas vacciné, je me suis fait interdire l'accès au CHSLD. C'est mon devoir aujourd'hui de refuser. Je ne vais pas rentrer dans une salle de bowling puis m'engueuler avec vous autres. Voyons donc, tu ne me verras jamais là-bas. Là. Mais par contre, si vous avez des recours, si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec les règlements du centre,
qui est de la santé publique, tout ça. Tu sais, vous avez vos recours civils, vous pouvez C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Si on est ici. Par contre, c'est que nous, avec les règlements, tu sais, c'est sûr, c'est que ça apprend la preuve vaccinale. C'est ça. Tu sais, ça apprend la preuve, parce que sinon, tu sais, on ne peut pas vous autoriser. Je m'en calisse là, d'aller au restaurant. Là, tu sais. Ils veulent m'empêcher de voyager. Moi, je suis un voyageur. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais vous allez m'empêcher de voir mon père quand je suis mandataire. Je suis la seule personne qui peut s'occuper de lui. Votre père. Est-ce que je peux vous dis faire? avec honnêteté, tu sais, on veut pas foutre le trouble dans votre situation. Votre père a besoin de vous, tout ça. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, au moment que nous, on est contactés... Imaginez si vous étiez dans ma situation. Monsieur, c'est même pas ça. On peut pas prendre conscience. Pendant tout le long de la pandémie, là, même au plus pire, là, quand ils ont ouvert les portes du CHSLD, j'avais le droit d'y aller. À toutes les semaines, j'y allais, m'occuper de mon père. Puis là, tout d'un coup, au mois d'octobre, on y va avec une restriction. Excuse-moi, l'expression, là, mais êtes-vous assez salaud pour l'empêcher de venir? On va juste faire attention aux paroles, là. Non, c'est pour ça. Ben, c'est un peu vrai. Hein. Tu sais, nous, on a seulement le travail à faire. C'est incroyable. On va aller jusqu'à envoyer les sbires de la fonction publique, les policiers, pour empêcher un garçon d'aller voir son père quand il est mandataire, puis que c'est la seule personne qui prend des décisions pour lui, pour sa santé. Pourquoi que les gens n'allument pas? C'est la peur, mon cher ami. Allez voir les psychologues qui s'y connaissent en peur. Là. Quand tu as peur, là, le cerveau, il décloche. Il décloche, tu n'es plus capable d'en prendre. Fait que les gens, là, sont tout le temps dans la peur de se faire prendre. La peur paralyse. C'est clair, la peur empêche le raisonnement. C'est comme si tu court-circuites le raisonnement. La peur, on dit dans le cerveau, on a différentes régions. OK? Puis la région la plus primaire, c'est celle qui est associée à la peur. Pourquoi c'est primaire? On dit, c'est qu'on la partage. C'est pas que les humains qui ont ça, aussi les animaux. Cette région-là fonctionne par automatisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y penser. C'est pour ça que quand on est en danger, on va réagir très, très rapidement. Mais en même temps, ça coupe les autres régions qui sont plus associées au raisonnement. Après cet épisode-là, c'était au mois d'octobre. Vu que je n'étais pas vacciné, j'avais toujours pas le droit de rentrer. Puis mon père m'a appelé 2 fois au mois de novembre. Puis il me demandait quand est-ce que tu viens me voir. Non, mais c'est parce que j'ai pas de code QR, moi. Je viens voir mon père pour Noël. Oui. Je peux pas vous laisser rentrer. Vous pouvez pas me laisser rentrer, hein, c'est ça? Non. Là, j'ai dit, ben garde, si t'es pas contente, appelle la police. Moi, je m'en vais porter les cadeaux à mon père. Là, monsieur, je me fais courir après par la madame. Tant qu'à moi, je dirais oui, mais... Écoutez-moi bien, là. Mon père est à la chambre 122, OK? Je vais y porter ses cadeaux de Noël. Si t'es pas contente, t'appelles la police. C'est le 25. Je pense que... La police, si t'es pas contente. C'était un devoir. Un devoir d'y aller. Allô, papa? OK. Ouais, je sais, je pourrais pas rester longtemps. Là, je suis en vidéo, écoute, je suis en train de prendre une vidéo, je peux pas rester longtemps, papa. OK. Là, j'ai forcé la sécurité. Je vais te laisser tes affaires, OK. C'est bon? Ouais, oui. Je t'ai apporté plein de chocolat. Ah, t'as pas une petite bière à part de ça. Ah, et puis ta caisse de bière aussi, tout le kit. Hey. Moi, j'y apportais sa petite bière à toutes les semaines. J'allais prendre une bière avec mon père parce qu'il aimait ça, prendre sa bière, tu sais. Tu comprends? OK. Tu comprends? Merci, mon grand, je te remercie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon grand. Je t'aime, papa. Moi, je suis bien mal pris ici, mais avec toi, là, je suis correct. Avec toi, j'ai de l'espoir. Hein. C'est des écœurs. Hein. Ouais, je sais. OK, je te remercie. Je vais y aller avec Fait toi. que t'as tes petits cadeaux de Noël, tout. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père avant sa mort. C'était 2 minutes pour Noël. Puis, par la suite, mon père a eu des problèmes avec ses reins. Puis, il est décédé au mois de mars 2022. Ils m'ont laissé le voir une dernière fois à l'hôpital. Mais la dernière fois que j'ai pu voir mon père en tant que tel, c'est poursuivi par la préposée
à l'entrée à Noël. Mon père est décédé le 9 mars 2022. Et une semaine après, j'avais le droit de rentrer dans le CHSLD parce que les mesures étaient tombées. Je trouvais ça épouvantable, puis que je voyais tout ce que ça signifiait. J'ai eu beaucoup d'exemples de gens, justement, qui ont été... Je pense à un monsieur que je connais bien. Lui et sa femme étaient en une phase de cancer à la toute fin. Puis il y avait 2 filles, mais ils ne pouvaient pas y aller plus qu'un à la fois. Alors, dans les 2 dernières semaines, ils se promenaient, puis essayaient, il fallait qu'ils changent. Puis là, à un moment donné, il a fait une intervention. Il est arrivé avec un boule. Il est arrivé avec tout ça, puis il a dit « Je rentre dans l'hôpital ». Alors, c'est là qu'ils ont décidé de dire « OK ». Il a pu aller voir, mais c'était les 2 dernières heures, je pense, de sa femme. Imagines-tu le drame? Cet homme-là, qu'est-ce que tu penses dans sa tête? Selon toi, le rapport à la médecine, comment il est? Il y a 2 types de proches aidants. Je m'en suis rendu compte bien humblement. Il y a des proches aidants qui étaient très présents auprès de leurs parents et grands-parents. Il y a des gens qui, dans le système dans lequel on vit, sont débordés, ont des enfants, un travail, des activités parascolaires, un paquet d'activités, et allaient auprès de leurs parents et grands-parents, et c'était comme une lourdeur d'ajouter dans leur vie. Et pour ces gens-là, parfois, le confinement, c'est devenu un soulagement. Et parce que c'est le gouvernement qui le disait, qui l'imposait, bien, ils se disaient, c'est pas de ma faute, on n'a pas le choix. Mais à l'intérieur d'eux, parce que c'était très exigeant, ça a dû faire leur affaire. La bonté des gens a complètement foutu le camp. Avec la pandémie, j'aurais jamais cru possible que les gens soient méchants à ce point, d'aller empêcher les gens de se voir. En fin de vie, comme ça n'a aucun sens. Comme je dis tantôt, on m'a enlevé les 5 derniers mois de la vie de mon père, puis c'est pas nécessairement l'établissement qui est une mauvaise place. C'est des bonnes personnes qui travaillent là. C'est le gouvernement qui a pris des mauvaises décisions. Écoute, ce qu'il faut voir d'abord, la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'on est dans un système actuellement qui est complètement corrompu. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire que les médecins sont corrompus. Il faut prendre sa responsabilité actuellement puis pas se laisser dicter aveuglément par les autres qui ont des conflits d'intérêts. Alors, le NIH, le CDC, toutes les organisations, Santé Canada, ils sont infiltrés par les pharma. Alors, il faudrait qu'il y ait une indépendance totale, que 100% des investissements faits dans ces organismes-là, Santé Canada, ce soit le gouvernement, que les pharma ne soient pas du tout impliqués là-dedans. Il y a des médecins qui voient clair. La plupart des médecins voient clair, commencent à voir clair aussi. Et puis, ils sont capables de dire, dans certains cas, c'est applicable, puis dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Je suis la première à réaliser dans quel endoctrinement j'ai vécu. Et je me rends compte qu'on a préparé les gens, à être passifs, à faire confiance à un tiers à l'extérieur de soi pour décider. Je suis surprise surtout que mes collègues se sont tus. Ça me fait de la peine. Tu fais de l'argent pour te payer des biens de consommation qui sont considérés comme ton bonheur, ou encore tu essaies d'avoir du pouvoir, et c'est ça qui fait que tu es une personne avec un statut intéressant. Si on est en démocratie, tout citoyen a le droit de parler, elle doit te questionner, elle a le droit de savoir ce qui se passe. Je l'ai fait souvent dans plein de dossiers, donc je suis allé voir tout ça, puis j'ai eu mes informations, puis je l'ai eu, mais là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. On n'a pas de place. Écoutez, le gouvernement ne gouverne pas pour le peuple, là, actuellement. Il gouverne pour d'autres personnes qui sont au-dessus, qui lui disent quoi faire. C'est ce que j'en suis rendu à cette conviction-là, moi, là. Je suis là. Ma mère, son nom, c'était Ghislaine Saint-Don. C'était une enseignante à la retraite. Pour bien la décrire, là, c'est 3 mots: empathie, droiture, courage. Donc, ma mère, en 2004, elle a fait un ACV, puis suite à ça, elle a fait de la démence vasculaire.
Donc moi, j'ai accompagné ma mère de 2008 jusqu'au 21 février 2021, qui est décédée. La première journée, quand la COVID a été en point de presse, qui ont dit, bien, à partir d'aujourd'hui, bien là, vous ne pouvez plus aller rencontrer vos parents dans les CHSLD. Fait que moi, à ce moment-là, bien, je comprenais que c'était important, tu sais, qu'ils ne voulaient pas qu'on y aille parce que là, ils disaient qu'il y avait danger. Et c'est quand j'ai appris en avril que depuis que nous, les proches aidants, on ne pouvait plus aller voir nos parents, mais qu'ils avaient continué à laisser les préposés passer d'une résidence à l'autre. Quand j'ai appris ça, j'ai été très surprise parce que j'ai dit, bien, voyons donc, c'est comme si la main droite puis la main gauche font le contraire, puis c'est nos parents qui sont vulnérables là-dedans. Puis comme de fait, ma mère était au 4e étage, puis c'est là que s'est déclenché l'épicentre de la COVID à la résidence que ma mère était. Donc, nous, on était comme très inquiets parce qu'on ne pouvait plus se présenter. On venait d'apprendre que ma mère avait attrapé la COVID. Fait que là, il fallait se préparer qu'elle était probablement pour mourir. Finalement, elle a passé au travers. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas pu voir ma mère jusqu'au mois d'octobre. Il n'y avait pas de vaccin encore à l'époque. Fait qu'il avait dit, pour que vous puissiez venir voir vos parents, il nous donnait une formation au mois d'octobre. Puis là, à partir d'octobre, j'ai pu revenir et voir ma mère. Puis je vais vous dire, là, c'est comme revenir sur un champ qu'il y a eu une guerre. Parce que autant le personnel, on le voyait dans leurs yeux, puis tout ça, que ça avait très mal été. Puis ma mère, là, je vais vous dire, là, dans l'état qu'elle était, ça paraissait qu'elle avait été comme négligée parce qu'il n'y avait pas le temps de s'occuper d'elle. La première chose, c'est le masque. Comment vous voulez que je sois un soignant puis être masqué? Les gens disent « Ah oui, mais les hôpitaux, vous êtes habitués avec des masques. » Non, non. Quand tu travailles avec un masque, tu travailles au bloc opératoire. Le contact est coupé directement avec un masque. Et le masque, en plus, en soins prolongés, comment vous pouvez parler à vos résidents qui ont des problèmes auditifs? Premièrement, ils ne nous entendent pas. Ils ne peuvent même plus lire ses lèvres. Fait que quand je suis arrivée en octobre, c'était le début de la fin pour ma mère, puis je l'ai comme accompagnée jusqu'à 21 février qu'elle est décédée. Des suites de sa maladie dégénérative. C'est ce qu'on nous... Puis c'est vrai qu'elle s'en allait vers ça, mais ça a été probablement beaucoup plus rapide parce que sa santé mentale, là, elle allait pas bien, là, avec tout ça. Fait que quand la santé mentale n'y va plus, bien, c'est comme s'il lâche prise, puis le système, son système de santé, il a comme dépéri, fait que ça l'a comme accéléré. Ça, c'est mon interprétation de tout le manque qu'elle a subi pendant les mois qu'elle n'a pas pu nous voir. Maintenant, j'ai envie de dire, ne laissez plus jamais les aînés entre les mains de l'État, ni les enfants entre les mains de l'État. C'est trop facile pour un tiers de donner un ordre à des intermédiaires, un ordre qui est absurde, comme de dire aux gens « coupez la vitamine D » ou empêcher les proches de faire leur travail, ce qu'ils faisaient avant, prendre soin de leurs parents et grands-parents. C'est trop facile parce qu'après, ils se déresponsabilisent et la responsabilité repose sur les tiers. OK, c'est qui ça? Les patrons d'employés, c'est les responsables, les directeurs, par exemple, de CHSLD. C'est la sécurité physique qui a pris le dessus sur la sécurité affective c'est un élément de l'ordre de la survie, ça. Elle était rendue, depuis qu'elle était vraiment inapte, très heureuse, très sereine, vraiment, là, toujours souriante, puis le personnel l'appréciait beaucoup, on appréciait le personnel parce que maman était tout le temps comme rayonnante, puis elle était vraiment bien. Puis quand je suis revenue, puis la première fois que je l'ai vue, on voyait dans ses yeux qu'il y avait de quoi d'éteint. Mais avec le recul, j'ai vraiment réalisé, là, depuis qu'elle est décédée et tout, que c'était vraiment qu'elle avait été négligée. C'était extrêmement difficile. Extrêmement... Ça va venir me chercher. C'est sûr, quand elle nous a vus, ça y a rapporté un brin d'énergie.
mais les dommages y étaient faits. Les derniers jours, là, quand j'allais voir ma mère, là, quand elle était comme en fin de vie, là, le personnel, là, il avait mis comme un ange ou une colombe, je pense, au-dessus de la chambre à ma mère. Puis moi, à chaque fois que je pouvais parler à ma mère, parce qu'on faisait une visio par semaine, là, moi, j'y chantais tout le temps de Ginette Renault. Ma mère chantait toujours. Puis là, quand j'étais rentrée dans la chambre, les préposés, ils étaient autour, puis ils sont tous mis à chanter cette chanson-là. Puis là, ma mère, quand elle m'a vue, elle s'est mise comme à trembler, puis de joie, tu sais, puis fait qu'on l'a comme chanté ensemble. Fait que ça, j'ai trouvé ça beau parce que je me suis dit, ils ont souffert. Ma mère aussi, elle a souffert, mais là, c'était comme le plus beau qui ressortait à ce moment-là. Parce que les gens, ils dépassent ça un peu, la zizanie puis le chaos, parce que c'est des humains qu'on traite. Puis quand il y a un patient qui pleure, bien, oh, là, tu passes de ta tête puis tu vas au cœur. Il va pas bien, le monsieur, là. Puis là, oh, les gens se rassemblent. On peut-tu t'aider? Mais ça prend des situations de même pour refleurir l'amour dans ces milieux-là, parce que là, c'est de la peur. Les gens ont peur de rentrer travailler, premièrement. Beaucoup de gens pleurent le matin avant de rentrer travailler. Il n'y a pas eu d'autopsie, on ne me l'a même pas demandé. Moi, dans le fond, c'est ça, là, quand elle est décédée, ils sont venus la chercher, puis ils ont écrit, dans le fond, qu'elle était décédée des suites de sa maladie, comme une mort naturelle. C'est épouvantable, tu sais. Alors, on se dit scientifique. Quand on est scientifique, on regarde. On regarde, on évalue, on va voir sur le terrain. On a les outils actuellement pour le faire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas allé, on a interdit les autopsies? Qu'est-ce que ça vient nous dire? On a quelque chose à cacher. C'est clair. Pour moi, là, c'est juste... Non, c'est pour protéger la population. C'est pour protéger les pathologistes. Il faut comme vraiment aller au bout des choses parce que cette culture-là qui est comme en place, puis qu'on n'arrête pas de dire la machine est lourde, mais si on va au bout de ça, on va être capable d'identifier les vrais problèmes de fond parce que l'imputabilité, c'est la seule manière d'améliorer notre système. On a vécu beaucoup de choses qui n'ont comme pas de sens, puis c'est comme si le gouvernement... Il fait comme fi de ça, puis dit on tourne la page, mais on ne peut pas tourner la page puis continuer. La folie, c'est de refaire la même chose, puis d'espérer des résultats différents. Mais là, les familles, on ne veut pas ça. Monsieur le Président, voici la réalité qu'a vécu certains de mes citoyens lors de ce scandale. Un homme n'avait pas bu pendant 10 jours avec sa langue gercée et des joues pleines d'ulcères. Une dame avait des selles jusque dans le cou. Un résident avait 3 culottes d'incontinence, toutes brunes, avec du vomi séché dans la bouche qui l'empêchait de parler. Un centenaire avait le visage bleu inconscient, laissé seul pendant des jours, en hypothermie, et j'en passe. Ce qui est clair, c'est que la ministre n'a fait aucun suivi après que son équipe lui ait lancé des signaux d'alarme. Pourquoi? Madame la ministre, responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, c'est une tragédie ce qui s'est passé à Iran. Et toutes nos pensées, là, toutes les personnes ici, là, au Salon Bleu, sont tournées vers les familles, vers les proches qui ont perdu une personne âgée dans des situations absolument catastrophiques. En mon âme et conscience, Monsieur le Président, je ne savais pas ce qui se passait de cette manière-là dans le CHSLD Iran. La question, c'est de savoir, est-ce que Justin Trudeau va déclencher une commission d'enquête fédérale? Et certains chroniqueurs disent qu'il pourrait se retirer de la politique, donc il faut qu'il pense un peu à son héritage. Et je pense que ce serait un héritage important qu'on fasse la lumière sur le drame des CHSLD. Ça aiderait les familles. Et là, à ce moment, quel impact ça aurait sur les clauses d'immunité des projets de loi 28 et 61? Parce que c'est sous réserve de la bonne foi. Mais si on apprend que sur les comités de crise du Québec ou de l'Ontario, si on apprend que les décisions étaient politiques, qu'on a censuré le corps médical jusqu'à un certain point, bien là, on est dans la mauvaise foi. La première vague, c'est le fruit de toutes ces conditions-là qu'on a créées, je pense, On a vu, dès la première vague, les populations qui étaient les plus vulnérables.
C'était les personnes âgées avec des comorbidités, c'était clair. L'obésité, l'hypertension, maladie pulmonaire, cardiaque, etc. Cancer, évidemment. Quand tu as un système immunitaire dans le plancher, ça va pas bien quand il arrive un agresseur. Et c'est la même chose à tous les ans. C'est pas quelque chose d'unique. Il y a un article fabuleux qui a été publié par Réinfo COVID, dont je fais partie, qui s'appelle « Les morts ne mentent jamais ». Alors, puis qui a démontré, hors de tout doute, que la proportion des décès qu'il y a eu en 2020 est exactement la même qu'en 2014-2015. Et puis, on n'a pas hypothéqué la population, la société, on n'a pas fermé de commerce à ce moment-là. Il faut cibler mieux, il faut avoir un traitement plus chirurgical, aller là où ça se passe, puis foutre la paix aux autres. Puis l'immunité naturelle va apparaître inévitablement, comme ça se passe tout le temps. Puis là, on s'est lancé sur l'idée selon laquelle il y avait un traitement qui va nous sauver, c'est la vaccination. Tout le temps de sa vie était suffisamment forte, si on peut dire, malgré son handicap, son accident. Elle était suffisamment forte pour être capable de pouvoir rester debout, pas tomber. Jusqu'au jour où là, j'ai perdu mon père. Bien là, ma mère, elle, ça devenait périlleux, là. Elle l'a laissée toute seule dans sa maison, puis elle a fini par finir dans un CHSLD. C'est une femme qui était bonne vivante, qui égayait la vie des gens alentour d'elle tellement qu'elle aimait ça rire, puis qu'elle faisait rire les autres. Fait que là, ben, tu sais, les années se sont passées là-bas, puis elle avait beaucoup de plaisir avec ses amis, des sorties, cabane à sucre, elle allait aux pommes, elle allait à la messe le dimanche. Tu sais, la vie normale, disons, pour une personne qui est dans cet environnement-là. Déjà, on a les listes de priorités, donc par qui on va commencer. On va commencer par les résidents de CHSLD, les travailleurs de la santé, ensuite. Jusqu'au jour où cet épisode arrive, puis que ça a été annoncé à l'automne 2020, où là, on amenait les gens des CHSLD vers une campagne de vaccination qui allait commencer en début 2021. Et puis là, dès cette annonce-là, ça n'a pas été long. J'ai embarqué dans l'auto, puis je me suis en allé chez ma mère, puis j'ai commencé à jaser avec là, pour voir ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils ont parlé à la télévision, puis t'es-tu au courant un petit peu, puis tout ça, pour essayer de comprendre son point de vue, puis tout. Puis parce que ma mère, c'était une personne en santé, là, elle était juste handicapée. Elle avait une bonne tête, là, elle était correcte, là. Alors, je lui pose la question, je lui dis, mais dans quelle position tu te trouves à être face à ça, là? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? T'es-tu au courant, premièrement? Oui, tout le monde en parle ici, là. Puis non, moi, je veux rien savoir de ça, là. Je veux rien savoir de ça. OK. Bien, je veux juste te dire que moi aussi, je suis comme toi. T'sais? Moi aussi, je ne sens pas le besoin d'aller de l'avant vers ça. Ça a créé une vague là, dans la famille, là, parce que là, ils ont vu la position que ma mère elle avait prise et que moi, je la supportais, que j'étais dans les mêmes façons de penser, si on peut dire. Mais là, le restant de la famille s'est manifesté, puis on dit « Hey, mais non, mais wow, là, c'est complètement inhumain. Ce que vous pensez, là, c'est cruel. Là. Tu t'imagines-tu 2 minutes, là, elle n'aura plus le droit de sortir de sa chambre, elle va être complètement isolée, elle n'aura pas le droit de voir personne. Il faut qu'elle se fasse vacciner pour être protégée, pour être... » Fait que vous voyez le climat dans lequel, familial, qu'on embarquait. Je sais qu'on peut avoir une interprétation très différente de ce qui s'est passé, mais peu importe, l'effet est visible. Les familles se sont divisées. Les termes qui ont été utilisés, les étiquettes, pour moi, avaient comme effet de rendre des personnes qui se posent des questions menaçantes pour les gens. Et ça exacerbait la crise qu'on a vécue, c'est-à-dire que déjà les gens ont peur d'un virus et ensuite on leur dit d'avoir peur des gens qui se posent des questions. Mais parmi ces gens-là, je peux vous le dire, c'était pas des édentés, comme on disait, mais j'étais entourée de scientifiques, de profs d'université, de professionnels à qui on disait « ferme ta gueule », comme on dit. C'est-à-dire, on a eu des avertissements de nos universités, de nos conseils d'administration d'université, de nos ordres professionnels de se taire
Puis à chaque fois qu'on ouvrait la bouche pour poser des questions, on était avertis, on se faisait taper sur les doigts. Le début 2021 est arrivé. En février environ, j'étais allé voir ma mère. J'ai arrêté à l'administration, puis je leur ai demandé, j'ai dit, bon, comme vous savez, les souhaits de ma mère étaient de ne pas se faire vacciner. Là. On a passé la campagne de la première dose, là. J'avais parlé avec une d'eux autres, puis j'ai dit, tu peux-tu vérifier dans son dossier, voir si ça a bien été noté qu'elle ne désirait pas se faire vacciner, puis que ça en reste de même, puis tout, là, tu sais. Fait que là, elle s'en va voir le dossier, puis elle me témoigne qu'il y a eu une date, puis que ça a été cette date-là, puis ça a été fait. Là, je lui ai dit, j'ai dit, pourtant, elle avait eu des souhaits, puis là, ça a été fait quand même. Ouais, mais là, c'est pas trop, là. Regarde, c'est noté, là. Moi. OK. Bon, ben, pouvez-vous retourner dans le dossier puis noter à partir de maintenant que c'est terminé, qu'elle n'en voulait pas. Là, vous l'avez fait une fois, mais là, elle n'en voulait pas. J'ai jamais été capable de comprendre vraiment comment ça qu'elle s'est fait vacciner contre ses souhaits. On nous présentait ça avant même qu'il soit arrivé, comme on attend le vaccin et on n'a plus le droit de traiter les gens. On n'a plus le droit de traiter les gens avec les outils à notre disposition. Dr Raoult, qui s'est manifesté à ce moment-là, qui a dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien, vous savez, ça s'appelle l'hydroxychloroquine. Et puis là, les gens, ils sont tombés dessus. Pourquoi? Une affaire de gros sous. Cherchez pas midi à 14 heures, follow the money. C'est comme, il y a des gens qui ont intérêt à mettre sur le marché un produit, imposer ça à la population, à tout le monde, sans aucune discrimination, sans distinction de leur degré de risque. Comment ça se fait que des gens arrivent à accepter et ne pas être capables de regarder la réalité? Regarde, on va prendre l'exemple du vaccin. Ça, c'est le meilleur exemple, je pense. D'abord, on ne fait pas affaire à un vaccin, on fait affaire à une thérapie génique en phase expérimentale, d'abord. Deuxièmement, on ne connaît pas exactement la nature du vaccin. On ne sait pas ce qu'il contient exactement. C'est pas clair du tout. On ne connaît pas les effets à court, moyen et long terme du vaccin. On ne connaît pas non plus les effets indésirables. Ça veut dire que, dans le fond, les gens acceptent d'être cobayes. Puis en plus de ça, c'est un vaccin inefficace. Il n'empêche pas la transmission, puis il n'empêche pas de l'avoir non plus. Et ce que je ne comprends pas aussi, comment ça se fait que les gens, le gouvernement accepte de transiger avec des compagnies pharmaceutiques qui s'enlèvent toute responsabilité face à tout ce qui pourrait arriver. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est comment ça se fait que les compagnies pharmaceutiques, particulièrement Pfizer, sont accusés depuis des années de fraude, de corruption, de données falsifiées, de tout ce que tu voudras. Puis notre gouvernement accepte de faire affaire avec des compagnies comme celle-là. Pourquoi ils acceptent d'entrer dans une histoire comme celle-là, mais complètement farfelue, qui ne se tient pas debout? Alors, clairement, il y a des gens qui ont profité de ça, mais des fois en faisant des encoches à leur éthique. Et puis le consentement libre et éclairé, qui fait partie de l'ADN du Code de déontologie, n'a pas été respecté par le président du collège envers ses membres, qui a imposé la vaccination, une vaccination qui est, on va être clair, encore expérimentale à ce jour. Ils ont menacé tellement, à tel point que 99% des médecins ont fini par se faire vacciner. Le temps a avancé, puis là, à un moment donné, il y a eu la campagne de la deuxième dose. Pendant cette période-là, où je n'avais pas le droit d'aller la voir, accès pour aller la voir, bien, à ce moment-là, c'était mon travail de l'appeler régulièrement pour la garder positive, si on veut. C'était pas facile. Ils l'ont associée à elle, qui se trouvait avoir un rhume, elle également, puis ils l'ont mis dans une autre chambre qui n'avait plus de téléphone, plus de télévision. C'était horrible, là, ce qu'elle pouvait vivre. Là, je suis allé la voir à la Fête des mères cette année. Puis c'était la première fois depuis 2 ans que ma mère voyait ma femme avec mes enfants. Parce que c'était interdit, là. C'était complètement interdit.
Fait qu'elle était hyper heureuse, contente, de bonne humeur, éveillée, tout à fait normal, là. 4 jours, 5 jours après, l'établissement appelle la famille qui m'appelle aussi. En arrivant dans l'établissement, en rentrant dans l'établissement, ils me disent « Ah, ça donne bien, là, c'est votre heure pour votre dose. » J'ai dit ça à ma mère, là, dis pas ça à moi, là. Dose de quoi? Mais on donne du Démérol aux 2 heures. Ah oui, aux 2 heures. Parce que Démérol, c'est un narcotique quand même assez puissant, c'est assez fort. Là. Pourquoi vous donnez ça? Oh, c'est pour la souffrance. Avant de partir, j'ai dit à ma mère, as-tu des douleurs dans ta tête, dans ton corps? As-tu des douleurs quelque part? Pas en tout. En as-tu eu avant aujourd'hui? En as-tu maintenant? Non, pas en tout. Puis là, les autres me disent, on donne ça aux 2 heures à cause de la douleur. Là, je te les reconduire, puis je jasais avec les infirmières. Ils disent, ouais, mais c'est parce que ta mère est considérée comme un code 4. Ça veut dire quoi, ça? Bien, elle est en fin de vie. Ça se termine là. Hein? Hey, t'es bien consciente, là, avec moi dehors, là. Comment ça? C'est quoi ça, cette affaire-là, là? Et c'est pas de même qu'on soigne les gens. Ça, ce qu'on fait en ce moment, là, si c'est le gouvernement qui décide cette situation-là, c'est parce qu'il y a des intérêts en arrière de ça. Parce que je vais vous dire qu'il y a beaucoup de médicaments qui se vendent en ce moment, là, dans nos hôpitaux, là. OK? Fait que la médication, là, il y a quelqu'un qui vit avec ça, là. Il y a quelqu'un qui vend ces médicaments-là. Fait que le gouvernement, là, il n'est pas fort à comparer d'une compagnie pharmaceutique, là. Les gens dans le milieu, là, le paye, on sait d'où qu'elle vient, là. On n'avait pas d'argent, là, puis depuis que COVID est là, hey, il y a de l'argent, là, il y a de l'argent, monsieur, les compagnies de fourniture médicale, les compagnies de produits pharmaceutiques, hey, ça rentre, là, puis il entraîne partout à terre dans certaines chambres, là. Des jaquettes à n'en plus finir. Ah! Il y a quelqu'un qui tire, et il y a des gens dans la population qui sont bien contents que le COVID existe parce qu'ils ont fait de l'argent. Mais qui comprennent que jusqu'où que ça a été pour faire de l'argent, il y en a qui vont avoir de la misère avec ça, à vivre avec ça, parce qu'une conscience, vous ne pouvez pas cacher ça. Un jour, ça va te rattraper. J'ai compris que la vaccination de l'année d'avant a fait son travail de détérioration interne. Puis eux autres, ils attendaient le signal que le corps se manifeste avec un défaut quelconque, soit le cœur, soit un AVC, soit n'importe quoi, qu'il y a un défaut qui se manifeste. Puis que là, ils ont enclenché le protocole. OK, parfait, c'est beau, ce numéro d'assurance sociale-là, on s'en débarrasse, là, c'est correct. Que j'ai vu dans les 10 jours qui ont suivi la descente d'escalier, tranquillement. De moins en moins éveillée, les yeux de moins en moins ouverts. Je la voyais de plus en plus s'éteindre, là, par la puissance de la drogue qu'ils leur donnaient. Là. Fait qu'eux autres, ils ont décidé à l'interne que c'est ça qui allait se passer. Jusqu'au jour où j'ai constaté, je rentrais dans sa chambre, puis elle quittait. Elle s'en allait ce jour-là. Fait que là, j'ai dit bye. Le médecin, il vient, confirme le décès. Merci, c'est beau, merci. J'aurais une question. C'est quoi la procédure pour faire aller vers une autopsie? Là, j'ai écrit un vent de panique là, dans l'établissement, là, comme pas croyable. Là, ils sont tous tombés sur la défensive, là, comme si je déterrais des choses qu'il ne faut pas que je voie. Là. Le médecin légiste m'appelle 15-20 minutes après. Pourquoi vous voulez faire une autopsie? Ben, parce que je veux faire des tests. Sa réaction a été, bof, de toute façon, vous ne réussirez pas à rien prouver contre nous dans cette affaire-là. Quoi? En dehors d'un contexte de pandémie, s'il y a des allégations de nature criminelle concernant une situation et qu'on s'oppose à une autopsie, bien, c'est une entrave à l'administration de la justice. Je dis, vous ne pouvez pas faire ça s'il y a des allégations. S'il n'y a pas d'allégations, bien là, il ne peut pas avoir une autopsie. Je veux dire, ça prend de la preuve aussi pour supporter les allégations. Là. Tu sais, je veux dire, on ne fera pas des autopsies pour le fun. Une interdiction de faire des autopsies, oui, je pense que j'ai vu la lettre à laquelle vous faites référence.
c'est une lettre troublante et il faudrait que ça fasse l'objet d'un examen par un tribunal. Comme ex-scientifique, comme ex-prof d'université, ex-psychologue, l'étrangeté, pour moi, ça m'amène à me poser des questions puis à faire des recherches. Alors, je me suis dit, mais comment ça se fait que mes collègues ne réagissent pas de la même façon que moi? Et la seule explication que j'ai trouvée à date, c'est, bien, ils ont été comme monsieur, madame, tout le monde, confinés, assis dans leur maison, leur appartement, à écouter la télé qui leur apportait des nouvelles. Si on n'avait pas les masses médias pour nous alerter, les gens auraient dit « Ah, regarde, il y a un petit peu plus de personnes âgées qui sont décédées cette année. » Tu sais, j'aurais pas fait des codes rouges, des codes jaune-orange, des codes jaunes, des codes verts, tu sais, puis là, mettre le train de mesure qui a coûté une fortune à l'État, puis qui n'a rien apporté de changement. Tu sais, ça n'a pas amélioré les choses, ça a abîmé les enfants, ça a abîmé les relations, ça a fracturé certaines relations. Je peux en parler parce que je pense qu'il n'y a pas personne au Québec qui n'a pas senti certaines relations se transformer. Tu sais, des pertes, des deuils à vivre. Si tu n'es pas une personne informée, comme moi je l'ai été l'hiver dernier, en voyant toutes ces vidéos-là, je ne suis pas en mesure de pouvoir penser comme ça aujourd'hui. Je ne serais pas en mesure de pouvoir penser comme ça. C'est l'information que, Dieu merci, qui m'a permis de m'éveiller, de comprendre. Tu mets tout ça ensemble, là. C'est là que tu te dis, il y a des gens qui sont mal intentionnés, clairement, là. C'est un drame. Quand j'ai commencé, à partir du 13 mars et dans les semaines qui ont suivi, quand j'ai commencé à m'intéresser puis à réfléchir, j'ai commencé à faire de l'anxiété et à me sentir menacé. J'ai dit, je suis une personne âgée, je suis une personne handicapée, j'ai une maladie chronique, et puis plusieurs années, ce que j'entends de la part de nos gouvernements, de nos dirigeants, c'est mourir dans la dignité et soins de fin de vie. Autrement dit, moi, j'ai payé de l'impôt, j'ai travaillé toute ma vie. Et là, le gouvernement me montre une flèche, puis il dit, là le médecin, là, avec sa seringue, là, il t'attend. Sincèrement, je pense que la majorité des gens ont confiance. La majorité des gens ont confiance. Ben oui, s'ils n'avaient pas confiance, ils n'écouteraient pas. Ils ne mettraient pas le masque. Ils ne se confineraient pas tout seuls. Voyons donc, ils ne se coucheraient pas le soir à l'heure qu'on leur a dit de se coucher. Ils voyageraient, ils se promèneraient, ils iraient au restaurant, ils feraient les affaires, tu sais. Là, tu es obligé d'être vacciné pour aller au restaurant et ça te prend des... Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. On est en train de transiger notre liberté pour aller au restaurant. Ben, c'est encore une volonté je pense, de contrôler. L'appareil, ils veulent nous contrôler. C'est pas compliqué, c'est très clair pour moi. C'est qu'ils veulent nous assujettir, puis volontairement. Parce que tout le gros groupe qui est en arrière, là, tous ces gens-là, qui constituent une très, très faible minorité, 0.000 quelque chose, je ne me souviens plus, mais tout ce monde-là, ils ont des projets. Le gouvernement, il s'organise pour ne pas se faire condamner. Alors, ils se votent des lois pour se mettre au-dessus de la loi, pour dire, on a fait ça de bonne... Toutes les mesures qu'on a prises, c'était de bonne foi. Alors, parce qu'on a pris des mesures qui ont tué d'innombrables personnes, mais on a fait ça de bonne foi. Puis on se ferme les yeux de bonne foi, puis on se bouche les oreilles de bonne foi pour ne pas voir les effets secondaires, puis pas recueillir les données post-vaccinales. Qu'est-ce qui se passe avec les vaccinés? Et puis, il y a un syndrome maintenant, le syndrome de mort subite de l'adulte. Et c'est apparu suite à la vaccination. Mais c'est une coïncidence. Mais curieusement, c'est depuis ce temps-là qu'il y a des jeunes qui se mettent à mourir, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, on a bien fait, on a appliqué les mesures telles qu'on nous l'a dit, telles que les experts, certains experts, attention, quand on nous dit « les experts ont dit ça », c'est les experts qui sont mandatés pour dire ce qu'on veut entendre. Parce qu'il y a d'autres experts, il y en a des dizaines de gens crédibles, mais on les disqualifie, eux autres, parce qu'ils ne pensent pas comme tout le monde. Parce qu'un humain, c'est complexe, alors ça demande des nuances, mais là, on n'est plus dans la nuance. On est dans l'imposition de règles absolues. On est dans la tyrannie. On a réussi à rassembler
Et c'est dans cet esprit de rassemblement que j'ai l'intention de gouverner pour tous les Québécois. Le refus d'obtempérer à cet ordre vous rend passible d'une amende pouvant aller de 1 000 à 6 000 $. Aujourd'hui, les Québécois ont choisi l'espoir. L'espoir d'un gouvernement porteur d'un changement positif. Il semble y avoir un lien entre ceux qui adhèrent aux fausses nouvelles et aux complots en tout genre et des facteurs de stress psychosociaux. Là, je me dis, non, je m'excuse, mais tu veux pas te faire vacciner, mais tes droits, j'en ai rien à cirer. Mais c'est tombé du monde débile, puis là, la manière, c'est que tu te dis, et ils vivent parmi nous. La nouvelle équipe de députés de la CAQ, je vous dis, bienvenue dans l'équipe du changement! Si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Les gens qui pensaient qu'ils pouvaient peut-être aller pratiquer ailleurs vont peut-être avoir des surprises dans les prochains jours. Ce soir, les Québécois ont fait confiance à un nouveau parti pour relancer le Québec. On va bâtir un Québec plus fort, un Québec plus fier. On demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard demain soir à minuit. Le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. On va le faire d'abord pour les familles, pour les enfants, mais on va le faire aussi pour nos aînés qui ont bâti le Québec moderne. On va se donner un gouvernement humain, un gouvernement qui a le cœur à la bonne place, mais les 2 pieds sur terre. Je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. La principale qualité d'un premier ministre, c'est d'aimer les Québécois. J'oublierai jamais ça. Jamais! C'est possible de faire travailler ensemble des adversaires fiers pour travailler pour le Québec de demain. Ensemble! Il y a beaucoup plus de choses qu'on partage que de choses qui nous divisent. Ça, faut jamais l'oublier! Alors, est-ce qu'on est dans un système autoritaire? Est-ce qu'on a quelque chose à dire dans tout ce qui se passe, nous, là? On se fait enlever des droits, puis des libertés, on n'a rien à dire. Il n'y a pas de débat, il ne se passe rien. Moi, je ne peux pas parler dans les journaux, je ne peux pas écrire dans les journaux, je ne peux pas parler à la radio, je ne peux pas passer à la télévision. Pourtant, j'avais des entrées dans plusieurs de ces places-là. J'avais des entrées des journalistes. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus accès à rien. Je ne peux plus m'adresser à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Ils ne veulent pas me parler parce qu'ils savent que les statistiques qu'ils nous ont données, elles sont fausses. On va l'avoir, la vérité, dans pas grand temps. Ça, je sais qu'on va l'avoir. Jusqu'où qu'elle va aller, là, je ne peux pas dire la profondeur, mais ça fait des années que c'est préparé, cette chose-là. Là. Parce que moi, pour avoir été dans ce milieu-là, j'ai tout vu ça aller. Là. Et quand tu es rendu dans le système de santé, que tu n'as plus de liberté, tu ne veux pas te faire soigner par quelqu'un qui n'a pas eu son injection, c'est rendu grave. Hein. Puis c'est un ministre qui dit ça. Et là, en ce moment, il accepterait probablement. Parce qu'il s'aperçoit qu'il n'a pas fait assez peur. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas y aller pour l'injection, puis les gens sont restés au travail. Le plan ne marche pas comme ils pensaient, sauf qu'il est allé loin, le plan. Puis maintenant, à la population de tenter de se réveiller. Parce que là, vous allez voir la colère partout, quand il y a des parents qui vont avoir appris, qui ont envoyé leurs enfants se faire vacciner et qui avaient des effets secondaires qui étaient dedans, mais ils n'ont pas été les lire. Toutes les institutions, en ce moment, là, nous ont fait la preuve qu'on ne pouvait pas s'y fier. Puis là, tu parles de l'institution médicale, du gouvernement, des médias, je veux dire aussi des ordres professionnels, tous les ordres de la justice. Est-ce qu'on va retrouver cette confiance dans les institutions? Je dirais, à long terme, je suis convaincue que non. C'est ça la réponse. On est en train de perdre confiance dans les institutions. Puis par chance, c'est une bonne chose qui s'est passée. Ça nous fait comprendre, qu'on ne peut pas avoir confiance dans des élus. Écoute, je suis bien au courant des stratégies qui ont été utilisées de faire peur aux gens puis arriver en sauveur.
Et ça, pourquoi? Pour défendre les intérêts de ceux qui les gouvernent eux-mêmes. Alors, c'est une bonne chose qu'on réalise que ça ne tient plus la route, ces institutions-là, et qu'on doit reconstruire. Mais cette période de transition, pour moi, d'abord, elle est longue, et puis elle va créer beaucoup d'insécurité dans la population. C'est ce qui fait qu'on s'accroche tant qu'on peut à ce système-là, même si on voit bien qu'il est défaillant. L'Assemblée nationale exige du gouvernement le déclenchement d'une enquête publique et indépendante pour faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce décès. Oui, bien, c'est ce qui m'amène à vouloir vous parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que ça cesse. Ça fait un bout de temps que je le vois, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais là, quand j'ai vu ça, puis il y a quelqu'un qui avait appelé ça du Corona Circus, là, Corona Circus, là, bien, ça a vraiment venu confirmer qu'on est en train vraiment là, de mettre le capot là-dessus, puis qu'on n'en parlera plus complètement. Là. Ça, c'est certain que j'ai eu un haut de cœur de la direction du système de santé au Québec, là, quand les ministres s'applaudissent de même, là, c'est dégueulasse. Carmen Taillon, Mme Blais-Prévost. Je t'avoue que je suis émue en ce moment parce que je me dis, pour moi, c'est surréaliste depuis le début. Mais ça, c'est comme une parodie médiocre qui fait pleurer. C'est clair, là, c'est la CAQ qui a voté contre une enquête publique, puis l'opposition. Excuse-moi, mais les autres qui ont voté pour cette enquête publique. Puis en même temps, je sais très bien que les enquêtes peuvent être arrangées aussi parce que la justice est à se poser des questions maintenant. Alors, quand je les ai vus se lever et applaudir, j'ai pas de mots. Je me dis, c'est quoi? On se moque de nous, quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils sont dans un délire eux-mêmes? Pour 38, contre 60, abstention aucune. Donc, la motion est rejetée. C'est pas drôle. C'est plus drôle pas en tout. Et on peut juste souhaiter que les gens sortent de ce délire social. Je comprends très, très bien qu'ils ne veuillent pas faire une commission parce qu'ils vont se retrouver fautifs et tellement coupables. Ça va être tellement apparent. D'ailleurs, si on faisait une enquête sur tout, sur les chiffres, les statistiques, tout ça, si on faisait une enquête pour savoir, là, par exemple, les effets du vaccin actuellement, là, moi, par exemple, je pense que dans les mois, dans les années qui viennent, nous allons avoir plus de gens qui vont mourir du vaccin que du COVID lui-même. J'ai beaucoup plus peur de ça, moi. Et d'ailleurs, puis ça nous est caché encore. On n'est pas capable de les avoir, les vrais chiffres. Mais ils ont le plein pouvoir, ils ont tout ce qu'il faut, ils contrôlent l'appareil gouvernemental à complet, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tous les ordres professionnels. Ils contrôlent les journaux, mais à temps plein depuis le début. C'est eux autres qui sont les premiers responsables de la propagande, de la dramatisation, de tout ça. C'est eux autres qui sont là. Fait que, ils ont tout l'appareil au complet. Puis ce qu'on peut faire, nous autres, on dit on pourrait emprunter la voie juridique, mais ça va être très difficile parce qu'on peut prendre 7 ans avant d'être entendu. Pendant ce temps-là, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, puis ça vient de finir là. Quand j'ai commencé au lendemain du 13 puis du 14 mars, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce que là, je ne pouvais plus aller me baigner à la piscine de Boucherville, je ne pouvais plus aller au restaurant, là, je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et l'intervention la plus intéressante et la plus vivace que j'ai vue à la télévision, puis qui m'a interpellé, ça a été celle du député de Matane, Bérubé, qui, lui, en commission parlementaire, a questionné l'existence d'une cellule de crise au sein du gouvernement. La cellule de crise aurait dû être à Montréal. C'est pas arrivé pour la première vague. Qui composait et qui compose, et qui a composé pendant 2 ans les personnes qui siégeaient sur la cellule de crise? Quelles étaient leurs compétences? Est-ce qu'il y avait un calendrier, un agenda de rencontres? Est-ce que ces rencontres avaient lieu dans un lieu formel? Est-ce que les rencontres étaient filmées, enregistrées? Est-ce qu'il y a eu des procès-verbaux de ces rencontres?
Est-ce qu'on a demandé des avis juridiques? Est-ce qu'on a demandé des avis médicaux à des experts indépendants? Donc, il y a 1000 questions sur la cellule de crise. Je pense que c'est le talon d'Achille de toute la pandémie à l'heure actuelle, la fameuse cellule de crise. De savoir comment ça se passe comme ça, exemple dans les CHSLD, c'est pas agréable de voir que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vais me retrouver là, puis que c'est comme ça que ça se passe. Fait que c'est sûr qu'il faut enquêter, il faut aller plus loin. 150 % il doit avoir une enquête publique. Parce que c'est inacceptable ce qui est arrivé. C'est pas une question, c'est une question de principe, là. Puis pour ça, oui, je réclame une enquête publique. Carrément, ils ont provoqué plusieurs morts qui auraient pu être évitées. Ça a été volontaire, tant qu'à moi, parce qu'au Québec, je pense qu'il y a eu le plus de mortalité des aînés qu'à travers le Canada. Alors, c'est grave, là. C'est très, très grave. On ne traite pas les gens comme ça.